Bien, très heureux d'être en charge de piloter cette matinée, pour l'essentiel de la faire arriver à l'heure. Donc nous sommes ici dans le cadre de la parole donnée au 18-28 et n'ayant ni 18 ni 28, donc mon rôle va se limiter à dire quelques mots de bienvenue, de remerciement. Tout d'abord à vous dire que je suis très très heureux de vous voir transformer de tas de copies en lauréats. J'imagine qu'il y a plus de 4 génies dans cette salle. Nous avons la chance d'avoir durant cette matinée donc 3 masterclass. Je vais appeler d'ores et déjà Guillaume Pépi. Moi, je suis patron de la Poste. Voilà, donc qui est patron de la Poste. Vous pouvez le dire à Philippe Val. Qui incarne, nonobstant la SNCF depuis une bonne dizaine d'années, puisqu'il en est le patron depuis 2008 et pour quelques mois encore, si j'ai bien compris, qui est déjà un grand acteur du monde postal, de fait, via le réseau ferroviaire. Si j'ai bien lu ce que dit Wikipédia, c'est une entreprise que vous avez découverte en 1988. Vous lui avez fait quelques infidélités assez courtes pour devenir le patron du TGV en 1997, puis le patron en 2008. Et donc l'injonction, on n'a pas osé, vous devez avoir le titre quelque part, donc la question qui vous est posée, c'est réinventer, ou plutôt l'injonction, c'est réinventer la mobilité, étant entendu qu'on se trouve dans un contexte dans lequel une loi sur les nouvelles mobilités a été votée il y a peu, et par ailleurs cette année a été marquée par toute une série de choses étranges, une révolte populaire induite par une taxe carbone notamment, par des trottinettes envahissant certaines métropoles françaises, par des injonctions à ne plus prendre l'avion, donc toute une série de sujets qui ne manqueront pas de vous inspirer. Merci beaucoup. J'ai envie de changer de place, je ne sais pas si c'est possible. Je crois que tout est possible. Bon, alors je crains en revanche... Non, on doit avoir un micro mobile à vous... Non, mais avec celui-là, ça doit aller. Est-ce que là, parce qu'en fait, je ne vous vois pas. Donc, quand on est assis, on ne vous voit pas. Là, est-ce que le son est bon? Voilà. Et j'imagine que pour la caméra, ça ne pose aucun problème. C'est ça, monsieur? Ça ne pose aucun problème. Bon, bonjour à tous et à toutes. Ce que je propose pour ne pas être trop barbant, on a en gros une quarantaine de minutes, c'est de prendre juste une dizaine de minutes pour essayer de planter le décor du sujet. Et puis ensuite, si vous voulez bien, d'avoir un vrai échange sur ces questions de mobilité, parce que ces questions de mobilité sont des questions citoyennes. Et comme l'a dit Jean-Hervé tout à l'heure, il n'y a pas d'un côté des sachants et puis de l'autre côté des gens qui seraient là pour gober les messages. Il y a des vrais débats citoyens et profitons donc de cette enceinte pour les avoir. Si je dis quelques mots d'intro, l'actualité du sujet réinventer les mobilités, c'est tous les jours. Pour prendre un exemple, nous, on transporte tous les jours 10 millions de personnes en France, en Europe et dans le monde, et on est en fait... c'est encore mieux. Et on est en fait... super. Et on est en fait, au fond, un partenaire de la vie quotidienne des gens. Et donc, ce sujet des mobilités, c'est un sujet qui, en fait, se réinvente en permanence parce que ça soit à Toronto, c'est une ville d'Amérique du Nord, qui était au début une ville industrielle, puis qui est en train de devenir une mégalopole. Et qu'est-ce qu'ils veulent inventer? C'est un RER. Et donc, ils se donnent comme objectif d'inventer un RER sous la ville de Toronto. À l'autre bout, vous avez Clichy-Montfermeil, banlieue parisienne. On est à 17 km de Paris. On n'est pas loin. Il n'y a aucun moyen de transport public qui mette moins d'une heure pour aller dans Paris. 1 heure pour faire 17 km. Donc là, on est vraiment sur le sujet de la relégation géographique, c'est-à-dire une partie de l'Île-de-France qui n'est en fait desservie, malgré la présence de dizaines de milliers d'habitants, par aucun mode de transport. Donc on voit bien à travers ces 2 exemples que le sujet de la mobilité est un sujet qui va, au fond, être très lié au développement économique, à l'emploi,
à la capacité des gens à se cultiver, à progresser dans l'échelle sociale, et qu'au fond, sans mobilité, il n'y a pas de progrès économique et social. L'autre exemple qu'on connaît très bien, c'est le principal obstacle à l'apprentissage en France, c'est la mobilité des gamins, qui feraient volontiers un apprentissage, mais ils sont à 40 km de leur lieu de stage, ils sont à 17 km de l'entreprise, et ils n'ont pas de moyens de transport. Et n'ayant pas moyen de transport, très souvent, ils sont obligés de renoncer à faire un apprentissage. Donc toutes ces questions de pourquoi sont en fait aujourd'hui enrichies ou dramatisées par le fait que la mobilité, c'est 27% des gaz à effet de serre. C'est juste énorme. Un quart des gaz à effet de serre, ce sont les mobilités. Et donc, il y a un vrai sujet de réinvention. Ayant donc dit quelques mots sur le pourquoi, c'est quoi les pistes? Il y a en gros 3 pistes pour réinventer. 3 pistes qui sont aujourd'hui largement travaillées. La première piste, qui est la plus fructueuse, c'est ce qui s'appelle les mobilités partagées. C'est-à-dire que quand on regarde l'occupation des moyens de transport, qu'il s'agisse des trains, des bus, des voitures, ou qu'il s'agisse des marchandises, les camions, c'est entre 1 quart vide et 3 quarts vide. Donc d'une certaine façon, la première réinvention, c'est de remplir. Il faut toujours se rappeler que le taux d'occupation moyen d'une bagnole en France, c'est 1,1 personnes. C'est dingue. Le taux moyen, c'est 1,1. Donc il est rare qu'on soit 2 dans une voiture, il est très rare qu'on soit 3, et il est archi rare qu'on soit 4. Donc première piste, le partage. À l'origine, ça s'appelait le stop. Il n'y a que moi qui ai connu le stop, mais le stop, c'était la forme moderne du covoiturage. Et puis, bon, en gros, ce qui a tout changé, c'est le digital qui a rendu le partage, qui a été rendu possible par ces plateformes digitales qu'aujourd'hui on utilise tous. Ce qui est juste incroyable, c'est que ce mouvement que vous connaissez avec Blablacar, avec Laxit, avec des tas de plateformes, c'est en train de gagner le secteur des marchandises. Ça, c'est une vraie révolution, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ville couverte de camionnettes et de petits camions, on est en train d'inventer le fait que pour entrer dans une ville avec une camionnette ou un camion, eh ben, il faudrait ouvrir les portes de derrière, bourrer avec 3, 4, 5, 6 différents clients et faire en sorte que le camion n'entre dans la ville que lorsqu'il est plein. Et par ailleurs, lorsqu'il est électrique. Donc, tout ce qui est le partage est une piste incroyablement fructueuse. Nous, on est en train d'inventer, au niveau de notre groupe, une plateforme qui s'appelle Upply. L'objectif étant celui que je viens de vous indiquer, augmenter l'occupation de tous les moyens de transport qui polluent, qui créent, qui dépensent de l'énergie, et donc l'occupation est clé. Deuxième truc qui a été inventé, c'est les modes doux. Alors, Jean-Hervé parlait patinette. Oui, patinette, mais c'est surtout l'irruption du vélo comme mode de transport collectif. Le vélo, ça existe depuis des centaines d'années, on va dire ça comme ça, mais ce qui est nouveau, c'est que le vélo peut être un mode de transport collectif. Car quand vous avez une appli qui vous permet d'aller en vélo à la gare ou à la fac, qu'ensuite, en sens inverse, vous avez la certitude ou la capacité de réserver pour rentrer, ça devient un mode de transport collectif, c'est géré collectivement. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe de la propriété d'un vélo qu'on se fait voler trop souvent à un système de transport public qui s'appelle le vélo en libre service, ou free floating quand il n'y a pas de station à l'entrée et à la sortie. Mais la marche à pied est en train de redevenir un moyen de transport collectif parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la marche à pied a des avantages pour la société et pour l'individu qui sont considérables. Donc deuxième piste, forcément, tout ce qui concerne, je viens de le dire, les mobilités douces. La troisième piste, c'est le low cost. Le low cost, c'est en train, dans le secteur des transports, c'est en train de faire exploser l'idée que la mobilité est chère et que donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas accéder à la mobilité. Nous, on a lancé Ouigo, qui est un TGV à grande vitesse, mais vous avez évidemment l'avion low cost. Tout ça donne un peu de contenu concret au droit au transport. Le droit au transport étant affirmé très haut dans les sociétés contemporaines, mais le problème, c'est la réalité du droit au transport. Donc le low cost est une vraie piste. C'est comment est-ce qu'on est capable de fabriquer un service qui est moins coûteux,
dont le prix est en gros la moitié ou le tiers de ce que sont les services entre guillemets normaux, et qui permet ensuite d'offrir à des classes sociales ou à des populations un transport auquel ils n'avaient pas droit. Mais derrière ces trois pistes qui sont un peu classiques, partagées, doux et low cost, il y a deux pistes un peu nouvelles qui sont plus intéressantes. La première piste, la plus excitante, c'est ce qui s'appelle le Mass Mobility as a Service. C'est quoi cet anagramme bizarre? C'est au fond l'idée qu'il faut oublier la propriété du mobile, donc la propriété de la voiture, du vélo, de la moto. Tout ça n'a plus aucun intérêt, il faut oublier. Et il faut considérer que ceci est en fait un service collectif mis à disposition de l'ensemble des citoyens. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on collectivise l'investissement, on collectivise la propriété, et en revanche, on fait de l'accès au service un droit absolu pour toute la population, gratuit ou pas. Ce Mobility as a Service, très souvent, ça s'accompagne de la possibilité d'avoir des abonnements qui sont des abonnements tout mode et des abonnements illimités, sur l'exemple évidemment des téléphones portables. Ça existe dans quelques pays, ça existe en Finlande, ça existe dans pas mal de pays nordiques, ça commence à arriver en France, cette idée qu'au fond, vous n'avez besoin pour vous déplacer d'être propriétaire de rien. En revanche, vous avez une ou plusieurs apps sur lesquelles vous allez trouver ce qui s'appelle le Plan, Book, Pay, Ticket. Plan, c'est chercher un itinéraire. Book, c'est s'assurer que je vais avoir effectivement la disposition du mobile. Le Pay, ça veut dire que je vais payer une seule fois un trajet de bout en bout. Et le Ticket, ça veut dire que pour débloquer le mode de transport, vous allez avoir soit votre portable lui-même en technologie NFC, soit du code 2D qui va vous permettre tout au long de votre voyage de débloquer, d'accéder à votre place dans le mode de transport que vous avez choisi. Nous, on vient de lancer un service qui est parti de l'application SNCF, qui est téléchargée par 13 millions de Français et qui devient ce qu'on appelle l'assistant, c'est-à-dire que cette activité est en train peu à peu de se charger de tous les autres modes de transport, de se charger de métro, de se charger de bus, de se charger de VTC, de covoiturage, etc., etc. Et enfin, la dernière piste qui est intéressante, qui est encore plus innovante, c'est que ce n'est non plus les clients qui sont en train de tout globaliser, c'est les villes. Aux États-Unis ou dans des pays scandinaves, voilà, merci beaucoup. En fait, les villes, au lieu de raisonner purement investissement, c'est-à-dire je vais dépenser des milliards à faire un métro, je vais faire des pistes réservées de bus, je vais investir... Non, les villes se disent comment j'organise entre elles les systèmes de mobilité existants pour en faire un véritable réseau. Vous savez qu'en gros, en Californie, Uber est très souvent un transport collectif. C'est-à-dire que Uber passe de l'usage individuel au fait qu'il fait partie du système collectif. Beaucoup de startups bossent sur ces hypothèses, c'est-à-dire comment vous changez un système de transport privé en un système de transport public. Prenez par exemple un VTC, prenez n'importe quel VTC. Si au fond le VTC, vous le transformez en un système partagé, vous allez de Boulogne à Roissy. Mais il y a plein de gens qui vont de Boulogne à Roissy. Donc au lieu d'avoir 10 VTC, vous prenez 3 VTC et vous organisez un système de partage du VTC de telle sorte que vous avez 3 VTC qui transportent chacun 3 ou 4 personnes. À la fin, vous avez fait un transport collectif qui va coûter que quelques euros au lieu de coûter 25 euros à chacun, qui va d'un point de vue écologique et énergétique être probablement super efficace. Et donc, c'est les villes qui sont en train de réinventer en combinant de la voiture électrique, des navettes autonomes, du VTC, du train, du bus, du métro. Et tout ça peut faire un gigantesque système de smart city qui résout les problèmes de transport sans dépenser des dizaines de milliards. Je termine pour qu'on ait le temps de vraiment discuter. Les technologies de demain, Hyperloop, technologie intéressante, vous mettez soit des conteneurs maritimes, soit des capsules avec des gens dedans, dans un tube à vide, et vous, par un système
d'alimentation à très haute puissance des aimants. Vous faites circuler votre pod à l'intérieur de ce tube, vitesse 800, 1000 km/h. C'est en quelque sorte un avion sans ailes sur la Terre. C'est une technologie auquel on s'intéresse, une technologie probablement d'avenir, surtout pour le transport des marchandises, mais qui peut complètement révolutionner les modes de transport et effacer la frontière entre l'avion et le train. Autre technologie super intéressante, évidemment, le train autonome. Le train autonome, donc le train, entre guillemets, piloté automatiquement. L'objectif, ce n'est pas de supprimer le conducteur. Ça, c'est une question d'acceptabilité psychologique. L'objectif, c'est de se dire, si à chaque instant, j'ai un calculateur qui calcule la bonne vitesse au kilomètre heure près de tous mes mobiles, je ferai circuler beaucoup plus de mobiles sur la même voie. Donc, on gagne 30% de capacité sur une voie sans dépenser beaucoup d'argent, simplement en ayant un calculateur qui règle la vitesse des mobiles. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive en 2022 sur le TGV entre Paris et Lyon, et ça permettra, au lieu de faire passer 12 trains par heure, d'en faire passer 15, sans dépenser des milliards. Enfin, je voudrais terminer par lancer trois balles sur des questions non résolues. La première question, c'est, au fond, la mobilité jusqu'où? Est-ce qu'il y a un moment où il faut que la société régule la demande de mobilité? Est-ce que c'est raisonnable que des crevettes, toutes simples, qui ont pu être pêchées dans un pays, par exemple un pays du Nord, soient envoyées par avion dans un pays du Maghreb pour être décortiquées, compte tenu du coût de la main-d'œuvre, pour se retrouver ensuite, le lendemain ou le surlendemain, dans un supermarché qui est à 50 km de l'endroit où ça a été pêché? C'est quand même ça la réalité d'aujourd'hui. Les crevettes décortiquées, elles ne se décortiquent pas toutes seules. Elles sont décortiquées par des gens et par des gens qui ne se situent pas sur le lieu de production. Et donc, on crée artificiellement un niveau de transport qui est complètement incroyable. Deuxième question, nous tous, génération EasyJet, comme on dit, est-ce que c'est raisonnable qu'on se dise qu'on va passer le week-end à Barcelone ou 3 jours à Marrakech pour 25 € en ignorant complètement l'impact en termes de gaz à effet de serre de l'aérien courte distance? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'il faut pousser ce développement? Et pour mettre un boulet dans notre camp, le TGV, c'est très très bien, mais quand moi je rencontre des clients qui m'expliquent qu'ils habitent à Lille et qui bossent à Paris, c'est juste des gens qui font 500 km par jour. Alors, ils le font en 2 heures, mais est-ce qu'on veut d'une société dans laquelle, pour aller bosser, on fait 500 km par jour et on fait 2 heures à l'aller, 2 heures au retour? Petite question quand même. Et puis la dernière question que je veux vous lancer, c'est les deux dernières. C'est qui paye? Le transport, aujourd'hui, en France, c'est payé aux 2 tiers par le contribuable et 1 tiers par le voyageur, en moyenne. Personne ne le sait. Mais c'est assez violent. Ça veut dire que nous qui voyageons beaucoup, en fait, on tire sur le contribuable qui a payé très souvent l'infrastructure et qui paye très souvent, par exemple dans les TER, c'est le contribuable qui paye les 2 tiers du coût et le voyageur paye 1 tiers. Est-ce qu'on veut continuer? Allusion aux sujets fiscaux, aux sujets gilets jaunes, etc. Est-ce qu'on veut continuer à dire c'est les contribuables qui payent le transport et le voyageur paye une partie qui n'est que de 30%? Et puis enfin, et dernier sujet, il y a la question de l'équité, de concurrence entre les différents modes. Au fond, est-ce que l'objectif de la société, c'est que la concurrence entre l'avion, le train, le camion, elle soit équitable, c'est-à-dire que tout le monde soit traité pareil, même fiscalité, même règles sociales, etc. Ou est-ce que la société a envie d'avoir des priorités stratégiques? Autrement dit, est-ce que par exemple, l'avion sur ligne intérieure, c'est une priorité ou est-ce que c'est la grande vitesse ferroviaire? Est-ce qu'on veut enlever pour de vrai les camions des routes, mais à ce moment-là, est-ce qu'on est prêt à assumer le fait de trouver un système pour favoriser le fluvial et le ferroviaire? Autrement dit, est-ce que l'objectif, c'est une vision libérale des transports dans laquelle tous les modes se concurrencent les uns les autres dans des conditions à peu près comparables? Ou est-ce qu'on a une vraie volonté politique correspondant à l'économie d'énergie, correspondant au fait de sauver la planète, correspondant au fait
de réguler la concurrence entre les modes, c'est des questions qui nous animent beaucoup et sur lesquelles on a envie de réfléchir. Voilà. J'ai dépassé mes 10 minutes et je vous propose tout de suite de passer ce micro à qui veut. Merci pour votre présentation. Il faut peut-être que vous parliez plus fort parce que personne ne va vous entendre. Enfin, carrément le mettre là. Ok. Du coup, je disais merci pour cette présentation. C'était extrêmement intéressant. Donc, je voulais vous demander par rapport à la rentabilité. Donc, vous avez dit, par exemple, d'augmenter le nombre de personnes par VTC, par exemple. Mais dans notre société, il existe un nombre incalculable de lobbies et de lobbies économiques, forcément. Et comment gérer, comment convaincre ces lobbies, justement, qu'aujourd'hui, on est dans une situation grave où il est nécessaire de prendre ces mesures en compte et de les appliquer. Donc, tout simplement, comment les convaincre et comment faire en sorte qu'ils acceptent, au fil du temps, de changer de perspective économique. Merci. C'est un point super important, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec vous et on est là pour débattre. Ça serait trop simple de dire c'est la faute des lobbies si on n'a pas des modes de transport partagés. La vérité, c'est que c'est la faute à nous-mêmes et à notre individualisme en matière de transport. On vit tous, voilà, c'est comme ça, on vit tous dans une société où il y a 90% des déplacements qui sont faits en voiture particulière, 90%, dans lequel il y a 1,1 personne. Ça, ce n'est pas les lobbies, hein, c'est nous. On vit, encore une fois, sur une forme d'individualisme sur nos mobilités qui est devenu quelque chose de totalement culturel. C'est comme avoir son frigidaire. La question, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui capable de prendre conscience qu'en termes énergétiques et en termes de CO2, ça cause en gros 27% des émissions, et est-ce qu'on est prêt à changer? Est-ce qu'on est prêt à changer? Alors, les trucs, je donne juste un indice quand même de choses intéressantes. C'est vrai que dans les pays nordiques, il commence à y avoir une réflexion sur l'usage de l'avion courte distance. L'avion, c'est sympa, c'est plutôt classe, c'est pas très cher, etc. Ça a plein d'avantages. Et puis, il y a quand même une nouvelle génération qui pousse dans les pays nordiques en disant mais est-ce qu'on peut, au moment où on achète son billet pour 25 € pour faire 2000 km, est-ce qu'on peut faire abstraction du fait qu'on va générer 25 fois plus de CO2 qu'un train et qu'on va, en termes de coût énergétique au kilomètre, être à 10 fois plus que le train. Ces questions-là, elles émergent comme des questions plutôt individuelles et c'est ça qui me semble-t-il, rend plutôt optimiste. Droit de suite, hein, si vous voulez. Okay. Allez-y. Alors, je vais juste rebondir avant de poser une question. Pour moi, il y a deux points qui rendent l'application de ça difficile et le fait de se passer de la voiture difficile. Le premier, c'est, par exemple, la situation en campagne. Comment est-ce qu'on gère des personnes qui sont très éloignées les unes des autres? Et là, la voiture répond quand même à un besoin. Enfin, c'est très difficile de se passer de la voiture. Deuxième chose, par rapport à l'avion et puis même à la voiture, par exemple, j'ai une amie là qui est venue de Toulouse. Et elle a dû faire, donc elle est venue en train, et elle a dû faire Toulouse-Paris, puis Paris-Aix, quoi. Ce qui est, parce que si elle prenait les intercités, c'était le même temps. Ah oui, c'est plus long. Voilà. C'est plus long. Oui. Ok. Donc là, j'ai quand même une petite question, parce qu'on est en rencontre économique. Je vais poser une question un peu économique. Je la condamne, votre ami. Hein, je la condamne sévèrement. Faire Toulouse-Marseille ou Toulouse-Aix en passant par Paris en avion, c'est une condamnation sans appel. Non, pas en avion, en train. Elle l'a fait en train, mais genre. Ah bah là, elle est carrément idiote. Là, franchement. Mais non, c'était effectivement plus rapide. C'était plus rapide. Passez-moi son portable et je vais discuter avec elle. Je voulais surtout pas la stigmatiser. Mais j'avais une question plus économique sur la mise en concurrence aujourd'hui à la SNCF. J'ai travaillé un peu à la SNCF ces derniers temps, donc du coup j'ai pu voir la situation un peu de l'intérieur, et j'ai deux choses. On dit la concurrence est censée baisser les prix des trains, sauf que je vois deux choses. D'une part, la concurrence va pas venir rajouter de l'offre parce qu'on est saturé sur pas mal de lignes, elle va venir remplacer l'offre de la SNCF, ce qui fait qu'on va pas forcément avoir plus d'offres et donc des prix qui baissent. Deuxième chose, la concurrence, elle va venir entamer tout un système qui est avantageux aux consommateurs. Aujourd'hui, par exemple, une carte jeune, c'est valable sur tous les trains. Tous les trains, parce que c'est la SNCF qui gère tout. Si demain on a 2-3 opérateurs, il faudra 2-3 cartes jeunes. Troisième chose, si demain la SNCF décide de mettre en place des trains autonomes,
Aujourd'hui, ce vers quoi on s'oriente, c'est vers des trains qui soient bourrés de capteurs et pas un réseau qui soit bourré de capteurs. Le problème, c'est que si par exemple un train est autonome de la SNCF, mais que le train de l'autre compagnie n'est pas autonome, on arrive à une situation où on perd, par exemple, on perd l'avantage de l'autonomie qui était de pouvoir réduire les distances entre les trains. Parce que le train d'avant n'étant pas autonome, il faut garder une distance entre les trains qui est suffisante. Je suis désolé, je rentre un peu dans des détails techniques, mais tout ça pour montrer que l'arrivée à la concurrence ne va pas forcément avoir que des impacts positifs. Enfin, c'est ce que j'en ai retenu en tout cas, et j'aimerais bien avoir votre avis. Okay. Juste le premier sujet qui est donc la question importante, c'est est-ce qu'on peut rompre avec l'individualisme en matière de transport lorsqu'on n'est pas dans les grandes métropoles et lorsqu'on est dans des zones rurales ou des zones diffuses? Il faut qu'on traite ce sujet, parce qu'en réalité, l'accès des gens qui habitent entre guillemets à la campagne au transport collectif, c'est un sujet énorme. Et dans les Gilets jaunes, il y a une part de cela. Il y a une part de révolte contre le fait que lorsque vous habitez loin de votre travail, vous n'avez pas d'autre solution que d'utiliser votre voiture et que donc au fond, une part de votre revenu est indexée sur les prix, la taxation de l'essence, etc. Donc, c'est quoi les solutions? Il y en a deux. Elles sont difficiles. La première, c'est le covoiturage. C'est que quand vous vous baladez entre guillemets à la campagne, il n'y a que des bagnoles. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour covoiturer? Je dis tout de suite, pour l'instant, c'est un échec. C'est-à-dire le covoiturage de proximité est un échec en France. Le covoiturage de proximité, c'est dire j'habite à Nogent-le-Rotrou, à 3 km de Nogent-le-Rotrou, il se trouve que je vais travailler à Chartres tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va travailler à Chartres tous les jours et on pourrait covoiturer en permanence et on s'adapte l'un à l'autre. On a, oui, des petits sujets d'horaire, des petits sujets, ok, mais on essaye de covoiturer. Pour l'instant, c'est un échec. Est-ce que ça restera un échec? C'est difficile. Il faut peut-être là-dessus qu'on continue à travailler la dimension culturelle des choses. Le caractère génial de Blablacar, c'est pas car, c'est blabla. C'est que c'est dans Blablacar, l'aspect génial, c'est le networking, la rencontre, l'échange. La bagnole, à la limite, on s'en fout. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Deuxième moyen d'y arriver, tout le monde sait qu'à la campagne, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aller pour des questions de soins à l'hôpital ou voir des infirmières, etc. Ça s'appelle des véhicules sanitaires légers. C'est une bagnole qui est conduite par quelqu'un qui emmène quelqu'un à l'hôpital ou faire des soins. Combien il y a de personnes dans cette bagnole? Une. Il y a le conducteur plus la personne transportée. Qui paye? La Sécu. Donc c'est déjà complètement collectivisé comme dépense. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on invente un système dans lequel les 3 places qui sont à l'arrière, elles sont commercialisées parce qu'elles sont payées par la collectivité et elles peuvent constituer un réseau de transport collectif à la campagne. Donc c'est ces pistes-là qu'on bosse. Elles sont très ambitieuses, mais si on veut réduire l'impact en CO2, si on veut réduire la consommation énergétique, il faut aller dans cette direction. Puis sur la concurrence, moi je pense que le débat, il peut être infini. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce que ça va produire. La concurrence arrive sur les trains l'année prochaine. On va bien voir. Il y a la moitié des gens qui sont pour, la moitié des gens qui sont contre. Il y a la moitié des gens qui disent ça ne sert à rien, d'autres qui disent je suis très content. Ben, on va essayer et on va voir si dans 5 ans, 10 ans, l'arrivée de la concurrence va permettre d'avoir plus de trains ou pas et plus de voyageurs dans les trains ou pas. Moi, je crois que le juge de paix, ça sera ça. Le juge de paix, ce n'est pas gauche-droite, idéologique, libéral. Non, le juge de paix, c'est est-ce qu'il y a plus de trains et plus de gens dans les trains. Donc, essayons, puis on verra bien. Je cède micro. Bonjour. Bonjour. Sur ce sujet des mentalités, est-ce que vous pensez que la SNCF a une responsabilité à changer les mentalités des Français et surtout comment elle pourrait le faire, sachant qu'aussi vous avez des données qui pourraient nous éclairer dessus, par exemple combien de personnes demandent à être en voiture calme alors que, qu'ils ne cherchent qu'à cloisonner encore plus les différents types de voyageurs? Oui, on a une responsabilité. Par exemple, c'est vrai qu'on écrit en tout petit sur les billets les kilos de CO2 qui sont économisés. On devrait l'écrire en très gros. C'est une des suggestions que Agnès, qui bosse avec moi, fait. C'est qu'au fond, il faut revendiquer
la neutralité ou la quasi-neutralité en carbone comme étant le meilleur outil, le meilleur argument marketing. Et aujourd'hui, on ne le fait pas encore. Donc ça, c'est des choses qu'on doit faire. On doit porter plus haut, nous, notre identité de mode neutre. Mais je précise quand même qu'il y a encore en Europe des trains diesel et que donc il faut accélérer la sortie du diesel ferroviaire. On vient, nous, de décider que la sortie du diesel ferroviaire, au lieu de se faire en 2050, elle se ferait en 2035. Et donc, 3 façons de le faire. De l'hybride, comme les voitures. On enlève un moteur diesel et on met une batterie haute performance. Deuxième solution, des électrifications. On électrifie la ligne, mais on le fait de façon frugale pour que ça coûte moins cher. Et la troisième piste, qui est la plus intéressante, c'est le train à hydrogène. Donc là, on enlève tous les moteurs, on met un réservoir à hydrogène, une pile à combustible, et on fait rouler. Et là-dessus, on est en train de lancer un prototype qui va probablement rouler d'ici 2 ans. Bonjour. Bonjour. Dans la continuité du sujet entre le train et la voiture, moi j'avais une question. D'après le rapport Spinetta, il y a des petites lignes qui coûtent trop cher et qui ne sont pas suffisamment utilisées. Du coup, elles sont menacées de fermeture. Il y a des chiffres qui avaient été avancés. Ça parlait de 56 lignes en France et 120 gares. Donc, est-ce que ça conduirait à probablement plus de voitures? Est-ce que ce n'est pas contre-productif et ça pousse à l'émission de plus de CO2? Alors, c'est une question, c'est très important que vous souleviez ce sujet-là parce que c'est un des sujets sur lequel notre pays est extraordinairement émotionnel. Donc c'est bien d'être émotionnel, mais c'est pas complètement idiot non plus de temps en temps d'être rationnel. On peut essayer de faire un peu des deux, quoi. Un peu d'émotion et un peu de raison. Il y a effectivement un très grand réseau en France de petites lignes. La petite ligne, ça se caractérise par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est aussi simple que ça. Bon. Et en gros, ce que le rapport Spinetta avait établi, c'est qu'il y avait 3% du trafic qui coûtait environ 1,5 milliard chaque année. Donc 3% du trafic qui coûtait 1,5 milliard. Et Spinetta avait dit, est-ce bien raisonnable? Et est-ce qu'on a vraiment ce débat? Le débat émotionnel, il est tranché. Hein. Si on vote émotionnellement, tout le monde est pour les petites lignes, surtout quand ils ne l'utilisent pas. Hein. Donc on est d'accord, 100% des votants ont voté émotionnellement en faveur des petites lignes. Maintenant, le 1,3 milliard, il faut être clair, c'est vous qui le payez. Hein. C'est le contribuable qui le paye. Ce n'est pas le voyageur. Alors, si le contribuable est heureux de payer 1,3 milliard, le sujet est réglé. Mais le contribuable, il a le droit de poser des questions quand même. Il a le droit de dire, est-ce bien raisonnable? Et donc, il y a 2 pistes. La première piste, c'est de baisser le 1,3 milliard en étant plus efficace pour repérer ces petites lignes. Donc, on réduit les coûts de maintenance, on réduit les coûts d'entretien, on réduit les coûts de modernisation, on réduit les coûts d'exploitation. Ça, c'est notre boulot. Et on a présenté une centaine de pistes pour baisser en gros de 15 à 20% les coûts. Ça, c'est une première étape. Après, il y a un deuxième débat, mais ça, c'est un débat citoyen. C'est de regarder sur chacune de ces petites lignes quel est l'avantage qu'elle procure à la population et quel est le coût qui est en face. Ce débat-là, il est très tabou en France. On n'arrive pas, on n'est pas encore assez mature pour dire, tiens, telle petite ligne, on a pesé les patates, elle est petite, mais elle est vraiment utile, on la garde. Exemple, Marseille-Briançon, c'est une petite ligne, mais pour aller à Briançon, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et donc, on garde cette petite ligne. Et puis de l'autre côté, vous avez peut-être une petite ligne qui se trouve parallèle à une 2x2 voies qui est gratuite, pas à péage, et vous avez donc une petite ligne qui en fait doublon avec une route neuve. Là, le contribuable, il est en droit de poser la question, est-ce bien raisonnable? Et est-ce qu'un taxi collectif ne fait pas le même boulot que la petite ligne? Est-ce qu'un véhicule électrique, une navette électrique, ne fait pas le même boulot que la petite ligne? Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est pas qu'on ferme les petites lignes, c'est pas qu'on les gélifie, c'est qu'on ait, comme un pays mature, un débat démocratique avec les citoyens, avec les associations, avec les entreprises, sur le rapport coût-efficacité de chacune de ces petites lignes. Puis à la fin, il faut peut-être en garder 90%, il faut peut-être en garder 70%, mais en tout cas, il faut débattre.
Oui, bonjour, Bonjour. Éric Molinier. Bonjour. Bonjour, membre du jury de la parole aux étudiants. J'avais une question sur les personnes dites à mobilité réduite, pour lesquelles, malheureusement, il ne s'agit pas de réinventer des mobilités, mais il faut inventer déjà la mobilité. Je fais référence à deux problèmes sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. Le problème d'abord de l'accès au train. Il y a souvent en France qu'une place adaptée pour 10 wagons, alors que dans d'autres TGV coréens, japonais, il y a des sièges amovibles qui peuvent s'adapter et donner une plus grande mobilité. Et après, il y a la chaîne de la mobilité. Une fois qu'on arrive dans une gare, est-ce que vous n'envisageriez pas des partenariats avec des taxis adaptés, des véhicules qui permettent véritablement d'aller à un point A à un point B? La deuxième piste est vraiment celle qu'il faut poursuivre, c'est-à-dire que ce qu'on a à peu près réussi, flinguer un deuxième. Celui-ci est revenu. Celui-ci est revenu. Parfait. OK. Il va falloir aller acheter des piles à Intermarché. Nous, on a à peu près résolu, dans l'univers de la gare, la commande qui est nécessaire pour certaines personnes qui ont besoin. C'est un service qui a été créé et qui est fait pour que les personnes soient prises en charge. Ça a bien progressé, même si ce n'est pas encore parfait. Ce qui est pour l'instant pas fait correctement, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire l'intermodalité, c'est-à-dire le fait, une fois qu'on sort de la gare, de pouvoir trouver le taxi adapté ou le bon cheminement vers un tram qui soit adapté, etc., etc. Ça, c'est la deuxième étape. On a encore beaucoup de boulot pour que le trajet des personnes, quelle que soit la nature de leur handicap, et on a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés, ça peut être des difficultés d'audition, des difficultés de vision, des difficultés psychologiques, des difficultés moteurs, il y a toutes les sortes possibles, pour que les personnes puissent trouver une chaîne qui soit à peu près efficace. C'est un énorme chantier. Enfin, il faut bien le dire, hein, vous êtes plutôt sympa dans votre intervention, mais les systèmes, ils n'ont pas été faits du tout, en incluant cette dimension de la société. Le métro de Paris, Catherine Guillouard le dirait à ma place, le métro de Paris, vous avez 10% du métro qui est accessible. Et on ne sait même pas aujourd'hui comment on rendrait le métro accessible aux personnes en situation de handicap, tellement c'est des travaux énormes. Donc on est au tout début d'une immense révolution d'un accès effectif ou d'un droit effectif de tous au transport collectif. Et la bagarre est menée par les assos, et les assos ont évidemment raison. Il ne faut pas qu'on dépasse notre temps, hein. C'est vous le timekeeper? D'accord, pardon. Ah bon, vous êtes madame... Alors elle a le choix, hein, regardez, il reste 5 minutes. Il reste 2 minutes. Voilà. Non, elle n'a pas le panneau, il reste 1 heure. Et elle a celui-là. Alors, bonjour monsieur, merci pour cette masterclass. Pardon, je ne vois pas. Oui, merci. Ma question porte sur l'impact d'une modification de l'offre sur la demande en transport et notamment sur l'impact d'une amélioration de l'infrastructure et donc des temps de trajet sur la demande. Moi, je suis à Bordeaux et puis on a une ligne à grande vitesse formidable qui a été inaugurée il y a quelques années, mais ça a entraîné une énorme augmentation de la demande entre Bordeaux et Paris. Et du coup, comment sortir finalement de cette spirale qui est qu'on améliore les infrastructures? Alors certes, il y a un report de l'avion vers la ligne à grande vitesse, mais aussi il y a une énorme demande induite par cette diminution des temps de trajet. Et du coup, si on veut réduire un moment les émissions, on peut dire on va faire des meilleures infrastructures, mais si on fait des meilleures infrastructures, il va y avoir plus de demande et donc encore plus d'émissions. Donc ma question, c'est comment sortir de cette spirale? C'est vraiment intéressant votre réflexion, parce que c'est un peu la question que je posais à la fin, c'est-à-dire la mobilité jusqu'où? À chaque fois que vous mettez en service une infrastructure, elle trouve en gros sa demande. Et elle sature votre infrastructure. Et donc vous vous dites, ah bah tant pis, je vais remettre un paquet de milliards, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut donc dire que notre société dépense en infrastructure des sommes énormes, qui pourraient sans doute pour une partie être mieux utilisées dans la formation, dans le digital, dans le soft, enfin dans tout ce qui n'est pas des dépenses aussi lourdes que les dépenses d'infrastructure.
Alors, la fausse piste, c'est tous les trucs des années 80 et 90 qui n'ont pas marché. Hein. Le télétravail, pas se raconter d'histoire, ça ne marche pas bien. C'est 1 ou 2% des salariés français qui sont en télétravail. Donc on ne peut pas dire... pourquoi? Une raison simple, hein, c'est que les gens ont besoin de se voir. Ils ont besoin d'être ensemble de façon collaborative pour avancer. Alors, quelle peut être la piste? La piste qui est intéressante, c'est au lieu de traiter sans arrêt le problème de la pointe et de décider des investissements pour couvrir les pointes, il faut réduire les pointes et remplir les moments creux. Je m'explique. Si par exemple, vous demandez aux facs, non pas de démarrer à 8h45 leur cours, mais vous dites à cette fac ou à une autre fac, on va avoir un tiers qui démarre à 8h15, un tiers qui démarre à 8h45, un tiers qui démarre à 9h45, et on terminera le soir comme ça. Si vous dites aux boîtes, nous allons vous donner un transport de meilleure qualité, mais on ne veut pas que les boîtes embauchent toutes entre 8h30 et 9h. On veut négocier avec les syndicats des prises de service qui soient des prises de service décalées. On peut même dire, on va faire payer moins cher les gens qui voyagent en période creuse, un peu sur le modèle de ce qui existe avec le TGV. Autrement dit, si vous payez votre abonnement à 72 €, qui est le prix 73, qui est le prix de la carte Navigo en Ile-de-France, ou de la carte Zou dans cette région est beaucoup moins cher, on vous dit, on va vous faire une réduction de 25% à une seule condition, c'est que vous êtes interdit d'utiliser le transport de 8h30 à 9h et de 17h30 à 18h30. Et donc, est-ce que le deal vous intéresse? Est-ce que le deal ne vous intéresse pas? Quand vous déplacez 5% ou 10% de l'heure de pointe vers une heure creuse, vous évitez des milliards d'investissements. Donc c'est ça la vraie piste, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la piste des mobilités partagées. Pour vous donner des chiffres horribles, mais vraiment horribles, le taux d'occupation des trains de banlieue en France, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, 199%, c'est quelque chose qui est aux alentours de 35 ou 40. Et le 35 ou 40% de taux d'occupation, c'est le mélange entre 120% aux heures de pointe et parfois 10% aux heures creuses. Et donc la société, notre société, n'est pas obligée d'engager des investissements nouveaux à chaque fois qu'on se retrouve en situation de pointe. La société a le droit de dire, écoutez, c'est sympa, mais je ne vais pas dépenser 10 milliards de plus, je voudrais que vous vous répartissiez de façon un peu plus équitable, de façon un peu plus linéaire tout au long de la journée. Guillaume, il nous reste 4 minutes. J'ai capturé le micro pour une question, si vous le voulez bien. Il a été question à différents moments d'empreinte carbone du TGV. Il se trouve qu'on est dans un système qui est particulièrement peu émetteur. Il y a différentes manières de calculer qui aboutissent toutes aux mêmes conclusions. Le CO2 et les pollutions locales qui n'ont pas été émises depuis une cinquantaine d'années, par comparaison à l'Allemagne, ça vaut à peu près 1000. Ces 1000 milliards, c'est une espèce de cadeau qui est fait à la collectivité. Compte tenu évidemment du caractère électro-intensif de la SNCF, on a pu se crisper autant sur une dette de 40 milliards quand on concourt à produire autant de bénéfices à la collectivité. Oui. Votre successeur a un espoir de faire effet de levier autour de ces questions? La question qui est posée derrière tout ça, c'est est-ce qu'on est prêt dans notre société à faire entrer dans les calculs économiques pas seulement les euros qui entrent et les euros qui sortent, mais l'équivalent en euros de la pollution, des embouteillages et de l'insécurité, ce qui s'appelle chez les technocrates les effets externes. Pour l'instant, la réponse est non. C'est-à-dire dans les calculs économiques, je dis bien les calculs économiques, pas les calculs socio-économiques, on ne fait pas rentrer ça. Pour bousculer un peu les lignes, on a décidé, nous, de faire entrer dans nos calculs d'investissement le prix de la tonne de carbone, soit la tonne de carbone émise, soit la tonne de carbone évitée. Et je vous donne tout de suite le résultat. Quand vous rénovez une ligne de chemin de fer Aix-Marseille, Pascal, c'est horrible, il n'y aura plus de micro. On a fusillé tous les micros.
Voilà. Vous voulez que je garde ma main dessus? Ah, faut pas la main. Pas la main sur le capteur. Bon, pas la main sur le capteur. C'est bon là? Bon, d'accord. J'ai une spécialiste. Merci. Quand on rénove une ligne comme Aix-Marseille, on va produire du CO2 avec les travaux. Mais une fois qu'on a fini les travaux, la modernisation permet de récupérer le carbone qu'on a créé, en gros, en 18 mois à 2 ans. Donc une rénovation de ligne, c'est très rentable du point de vue du carbone. Quand vous construisez une ligne de TGV, qui coûte par parenthèse 30 millions d'euros du kilomètre, il faut à peu près 20 ans pour récupérer le carbone que vous avez émis dans la construction de la ligne. Donc c'est déjà chaud, hein. Quand vous construisez un métro ou le Grand Paris ou un tunnel, très important, il faut de l'ordre de 40 à 50 ans pour récupérer le carbone. Et donc cet exemple vous montre que inclure le prix, inclure la tonne de carbone dans le calcul économique, ça amène à faire des choix d'investissement qui vont plutôt vers la rénovation de ce qui existe, l'amélioration de ce qui existe, et ça conduit plutôt à faire de moins de très très grands projets qui, chacun d'entre eux, reculent leur bilan positif en termes de carbone. Et donc nous, on espère qu'un jour, la COP, et ça sera mon dernier mot, notamment la COP qui a lieu au Chili en décembre, finira par adopter un prix de la tonne de carbone, un prix mondial de la tonne de carbone, qui deviendra à ce moment-là une référence dans le calcul économique. Dans la passion de l'échange, nous n'avons pas vu que le temps est écoulé. Mais il est écoulé. Il est écoulé, donc il nous reste à vous remercier. Merci beaucoup.